de vous parler de l'employabilité des diplômés et comment l'employabilité est vue du côté de l'université et ce que fait en général l'enseignement supérieur et en particulier l'université de Béjaïa pour l'améliorer. Donc je vais vous présenter d'abord l'université de Béjaïa, puisque vous êtes à l'université de Béjaïa. Rapidement, qu'est-ce qu'il y a, quels sont les effectifs, etc. Vous donnez quelques statistiques sur l'évolution des diplômés et des stages effectués, parce que les stages, c'est le premier contact entre l'étudiant et l'entreprise. Et vous parlez un peu donc de l'employabilité. Qu'est-ce qu'on fait pour essayer donc d'améliorer cette employabilité et ce qui est fait aussi pour l'interface université-entreprise, les structures qui ont été créées et qui sont opérationnelles ainsi que celles qui restent à créer prochainement et bien sûr donner un petit peu quelques exemples d'événements qui sont organisés. Alors, pour l'université de Béjaïa, comme peut-être la plupart le savent, a été ouverte en 83 avec uniquement 205 étudiants encadrés par 40 enseignants et là on a atteint 46 000 étudiants encadrés par 1714 enseignants. Donc à la fin 2016, elle contient ces 3 campus opérationnels qui sont El Gouzmour, Abu Daou et Amizour, un 4e qui est en voie d'achèvement. Donc il y a 4 vice-rectorats, 8 facultés et 33 laboratoires de recherche. Donc les 8 facultés, comme vous voyez, sont pluridisciplinaires. Il y a des sciences dures, comme on les appelle, comme la technologie, sciences de la nature et de la vie, les sciences exactes, et il y a les sciences molles, comme les sciences humaines, le droit, sciences économiques, gestion et commerciale, les lettres et langues, ainsi que la médecine. Alors, juste pour les chiffres, donc, en plus des 1714 enseignants-chercheurs qui sont en activité, nous avons 1227 personnels, donc ATS, techniques et de services, qui sont indispensables bien sûr pour le fonctionnement. Et je voulais quand même préciser ici que les 46 000 étudiants sont répartis en 66%, donc 2 tiers c'est des filles et 1 tiers c'est des garçons. Alors je vous le dis parce que peut-être les employeurs et même l'ANEM le sait plus que nous qu'il est plus facile de placer un garçon dans une entreprise qu'une jeune fille, vu les conditions de travail et les difficultés de déplacement, etc. Donc nous avons aussi 200 étudiants étrangers, donc notamment africains, et 32 associations estudiantines qui activent. Alors je vous montre ici les nouveaux centres de recherche qui peuvent intéresser nos entreprises partenaires, donc ici présentes. Donc c'est des nouveaux centres de recherche qui sont assez bien équipés. Le Centre national de recherche en technologie agroalimentaire qui a sa place, donc c'est national, il n'existe qu'à Béjaïa parce que tout simplement nous avons une wilaya à vocation agroalimentaire. Le centre d'innovation et de transfert de technologie. Nous souhaitons donc travailler avec les entreprises en matière d'innovation et transfert de technologie. Le plateau technique d'analyse physico-chimique, donc qui va servir justement avec des prestations de services pour nos entreprises partenaires. Et on n'oublie pas le Centre national de recherche en langue et culture amazigh, sachant que demain c'est le 20 avril. Je reviens là aux filières et spécialités
qui sont assurés. Donc là, nous avons 162 offres de formation qui sont réparties en 94 masters pour toutes filières et spécialités confondues, 67 spécialités en licence et, bien sûr, la médecine qui est restée encore dans le système classique. Il n'y a que la médecine qui est restée dans le système classique. Toutes les autres spécialités sont en LMD. Et nous avons, depuis la création et depuis la sortie de la première promotion en 87 des DEA, plus de 100 000 diplômés qui ont sorti de l'université de Béjaïa. Là, je vous donne une répartition, une évolution par année, une répartition par grand domaine ou par faculté, donc des diplômés de master. Alors là, je préfère vous présenter master parce que la plupart des étudiants de licence, je dirais plus de 90%, continuent le master, donc ils sont peut-être moins demandeurs d'emploi. Donc là, vous voyez l'évolution depuis la première promotion en 2009. Oui, parce que l'université de Béjaïa a été une université pilote qui a démarré le LMD en 2004 et le premier master est sorti en 2009. Bon, bien sûr, ce n'est pas le nombre de diplômés total, ça c'est uniquement pour les masters LMD, c'est pour ça que ça a commencé avec des chiffres relativement bas. Avant, c'était en parallèle avec le système classique. Mais juste ce qu'il faut remarquer ici, il y a donc un point positif. C'est donc les masters en technologie qui sont en constante augmentation. Alors je dis positif parce que les statistiques ont montré que les diplômés de technologie ont moins de problèmes dans la recherche d'emploi, donc de placement. Et donc malheureusement ce n'est pas le cas. Par exemple, là nous avons le domaine des langues qui a aussi un grand nombre, un grand effectif de diplômés, donc qui dépasse 1000 chaque année, et qui ont peut-être des horizons un peu plus réduits. Donc généralement c'est l'enseignement, et je pense qu'on l'a vu au niveau de l'ANEM qu'ils ont quelques difficultés à être placés. Alors, donc, pour le total, donc là, vous voyez, globalement, il y a une évolution constante jusqu'à, ça tend vers une stagnation autour de 4500 diplômés par année, et je pense que ça va continuer ainsi à peu près pour les années à venir. Alors, j'ai dit au début que les stages sont le premier contact entre l'étudiant et le futur employeur qui est l'entreprise. L'université de Béjaïa fait de très gros efforts en matière d'envoi en stage. Donc là, je vous donne à titre d'exemple pour l'année 2014-2015, pour 5 facultés, celles qui envoient le plus en stage, parce que on n'a pas pris ici la médecine parce qu'ils ont un secteur à part, c'est le CHU, les lettres et langues, ils ne travaillent pratiquement qu'avec la direction de l'éducation, et le droit, qui, donc malheureusement, ne font pas beaucoup de stages. Donc, vous voyez que le total, pour focaliser sur le total général, durant une année, il y a eu quand même 5593 étudiants qui ont été pris et accueillis pour un stage. Et là, je tiens à remercier toutes les entreprises, qu'elles soient présentes ici ou absentes, pour l'effort qu'elles font justement pour accueillir nos étudiants. Donc là, j'ai mis le nombre d'entreprises d'accueil par faculté ou par grand domaine. Donc avec 166 pour sciences éco, 144 en sciences humaines, 151 en technologie plus les bureaux d'études qui n'ont pas été comptabilisés, donc 180 pour les filières de biologie et 36 pour
sciences exactes. Alors, je voudrais quand même insister que nous sommes peut-être l'université qui offre et qui assure le plus de stages vu notre tissu industriel, et lorsqu'on donne des statistiques comme ça au niveau national, croyez-moi que nous faisons des jaloux, surtout par rapport à des universités comme Tlemcen. Vous savez que c'est Tlemcen qui nous gouverne, mais que malheureusement, ils n'arrivent pas à réaliser 1/10 de ce que nous faisons. Donc là, un grand merci aussi pour nos entreprises. Voilà, donc là, je vais entamer ce que pense un petit peu l'université de l'employabilité. Donc, premièrement, je rappelle les deux principales missions qui ont été toujours celles de l'université, en conséquence la formation et la recherche scientifique. Et ces dernières années, vu la conjoncture, donc c'est greffé une troisième mission qui se veut la contribution à l'amélioration de l'employabilité. Nous ne pouvons pas rester en dehors de ça et nous devons être à l'écoute de nos étudiants diplômés et bien sûr de tous les utilisateurs parce que ça constitue un enjeu socio-économique majeur. Donc nous avons pour l'employabilité 4 éléments essentiels qui sont donc les 3 qui ont été toujours anciens, la qualité de la formation bien sûr et de la recherche qui a été assurée, la consistance du réseau de coopération, donc nous avons beaucoup de partenariats avec les entreprises et tout ce qui est donc dans le socio-économique et bien sûr ce qui a été entrepris pour effectuer les passerelles ou bien l'interface entre les entreprises et le milieu utilisateur et l'université. Il y a quand même un dernier qu'il ne faut plus négliger, c'est l'apport du numérique, parce que maintenant, on doit exploiter justement les nouvelles technologies d'information et communication. Monsieur le chef de l'AOM tout à l'heure avait parlé à chaque fois donc du site de l'ANEM, de ce qu'on trouve en ligne, sans compter les autres sites donc indépendants. Et bien sûr, la recherche d'emploi par Internet, les réseaux professionnels comme LinkedIn et autres, et les réseaux sociaux, qui ne sont pas négligeables. Et justement, nous, pour l'université, l'employabilité, elle est synonyme d'indicateur de performance et c'est un critère qui évalue la qualité de notre formation. Donc si nous avons une bonne employabilité, nous avons réussi. Sinon, il faut se questionner et revoir ce qui ne va pas. Donc, ce qui impose donc deux défis deux défis majeurs justement qu'on doit relever. Il y a, tout le monde le sait et tout le monde se plaint d'ailleurs, d'un côté la massification, le nombre de bacheliers depuis que le taux de réussite oscille entre généralement 50 et 60%, le nombre de bacheliers est important. L'université de Béjaïa accueille aux alentours de 10 000 nouveaux bacheliers chaque année, avec le principe, bien sûr, chaque bachelier une place pédagogique. Et le problème qui se pose, c'est qu'avec la massification, ça peut être au détriment de la qualité de la formation. Nous souhaitons justement réconcilier les deux, malgré les effectifs, garder une certaine qualité, en vue justement d'assurer une certaine employabilité acceptable. Alors pour ceci, nous avons quand même 4 parties qui sont concernées par l'amélioration de cette employabilité. Bon, bien sûr, l'État, avec tous ses dispositifs
Je pense qu'ils sont très actifs, l'ANEM, l'ONSEJ, la CNAC, l'ONGEM, etc. Donc l'université, avec ses structures d'aide et avec en amont donc ses qualités de formation et ses préparations pour une opérationnalité au niveau des entreprises. Nous avons le secteur socio-économique qui a donc la responsabilité d'absorber le maximum de nos diplômés et de pouvoir en quelque sorte mieux les exploiter. Et nous avons aussi l'étudiant. Il faut que l'étudiant se sente concerné par son avenir. Il faut qu'il se sente impliqué. Il ne doit pas être un demandeur passif, mais un chercheur actif. Voilà, et justement, si on atteint le résultat, une bonne employabilité, c'est synonyme des 4 parties gagnantes. Si on n'atteint pas l'objectif, tout le monde est perdant et c'est malheureux pour l'agir. Voilà, je vous donne rapidement le résultat d'une enquête qui a été effectuée dans le cadre d'un projet européen Défi Averroès, justement sur l'employabilité. Il y a eu 3 points de convergence et 3 points de divergence. Donc pour les points sur lesquels on était d'accord, parce que c'est une enquête qui a concerné d'autres universités et des entreprises algériennes. Donc tout le monde est d'accord pour dire que les relations entre l'université et l'industrie existent, mais pas suffisamment exploitées, et plusieurs conventions qui ont été signées restent inactives. Je vous rappelle que l'université de Béjaïa a plus de 40 conventions avec les partenaires. Bon, on souhaite qu'elles soient toutes rentabilisées. Les stages en entreprise sont réalisés. Vous avez vu les 5500 de tout à l'heure, mais peut-être l'impact n'est pas suffisant. Et les besoins prioritaires des entreprises en compétences et en savoir ne sont pas bien identifiés par le monde universitaire. Et bien voilà, c'est l'éternel problème de l'adéquation formation-emploi qui est très évolutif. Donc ce n'est pas les métiers d'hier qui vont être ceux de demain. Il faut que l'université s'adapte à l'évolution et les entreprises expriment leurs besoins donc réels en termes de compétences et de métiers, parce qu'on va voir que l'université aussi, on a pensé à ça. Quelque chose où c'est pas tout le monde qui est d'accord, c'est que 50% des entreprises ont des difficultés à recruter, donc malgré le taux de chômage élevé. Voilà, tout simplement parce qu'ils ne retrouvent pas les compétences recherchées. C'est ce qu'avait dit M. Blagoun tout à l'heure, il y a des métiers déficitaires. Et là, nous devons être à l'écoute. Le monde socio-économique estime que les jeunes diplômés ne sont pas opérationnels, donc ne sont opérationnels qu'à partir d'une période d'essai de 6 à 12 mois. Et dans ce cas, l'entreprise est perdante parce que elle est en train de payer quelqu'un et il ne fait pas le travail pour lequel il a été recruté, mais il doit être formé. Et concernant le côté étudiant, 20% estiment que leur formation n'est pas en adéquation avec les attentes du marché. Ça veut dire que quand il se présente avec son diplôme, on lui dit que ce n'est pas exactement ce qu'on recherche, et la plupart 80% souhaitent rajouter une formation complémentaire après le diplôme, donc notamment en informatique et pour les compétences transversales en langue, en gestion, en management, etc. Voilà, je vous montre ici juste rapidement comment notre tutelle
et l'université, donc et l'enseignement supérieur, essayent de s'adapter. Alors voilà le canevas pour les nouvelles offres de formation qui donnent la priorité aux offres de formation professionnalisantes. Donc après l'identification, bien sûr, de l'offre de formation, donc on insiste sur les objectifs et surtout sur les compétences à développer. Il faut qu'elles soient bien écrites. Et pour la première fois, on fait un lien justement avec les métiers. Avant, ça n'existait pas. Maintenant, avec justement la nomenclature algérienne des métiers, on est obligé de situer quels sont les métiers pour lesquels prépare cette offre de formation et les lister, bien sûr, et donner même le code qui a été utilisé dans la nomenclature. Et puis, donc, nous avons aussi l'obligation de citer les secteurs utilisateurs et potentiels recruteurs de demain. Mais c'est normal parce qu'on ne doit pas fonctionner en vase clos, on ne doit pas former pour former, mais on doit tenir compte des besoins du secteur environnant. Et bien sûr, il y a même à la fin, quels sont les indicateurs pour évaluer cette formation, donc pour analyser la satisfaction, analyser l'acquisition de compétences, analyser les comportements et analyser les résultats. Donc durant la formation et même après la formation. Ça veut dire le suivi et éventuellement avec le feedback, peut-être revoir des choses dans la formation. Il y a aussi, je voulais aussi vous montrer, donc puisque nous avons ici nos potentiels recruteurs, leur montrer que le système LMD a des spécificités qu'il faut exploiter. Il ne faut plus regarder le diplôme avec l'intitulé uniquement. Parce que, avec le système LMD, nous avons un accompagnement, il y a une annexe qui accompagne le diplôme de master, qui est très explicite, où nous avons toutes les informations. Là, je l'ai résumé ici. Bon, bien sûr, il y a le diplômé, les informations sur le diplômé, il y a les informations sur toutes les matières qui ont été suivis avec le nombre de crédits pour chacune et la session d'obtention. Donc là, on peut voir si l'étudiant est bon ou s'il fait passer, s'il les a eu avec rattrapage. Il y a la classification, donc dans sa promotion. Ça, c'est très important. Parce que on a l'habitude d'avoir des offres d'emploi des entreprises toujours qui demandent les majors de promotion. Malheureusement, les majors de promotion donc ne vont pas chez eux parce qu'ils continuent leurs études de doctorat. Donc, ils peuvent aussi prendre les suivants. Là, les 10% premiers sont excellents, d'accord, mais comme celle que j'ai prise, par exemple, ici, s'il est classé dans les 25% suivants, donc, et il est affecté de la note, donc, B, selon le système universel. Mais surtout, c'est le dernier point, donc, les principaux domaines de compétences couverts par le diplômé. Donc ça, c'est très important. L'entreprise doit savoir à qui elle a affaire. Ce n'est pas uniquement l'intitulé du diplôme qui parle. Donc c'est pour ça que je l'ai intitulé « Visibilité du système LMD ». Là, je vous donne par exemple, juste pour deux masters que l'on rencontre souvent qui sont à faible employabilité. Mais quand on regarde les compétences visées dans leur cahier de charge des masters, moi personnellement je ne comprends pas. Par exemple, le master en droit des affaires, donc où le diplômé a des compétences dans la maîtrise du domaine économique, droit des entreprises, les régulations économiques, les banques, les assurances, etc. La maîtrise du domaine commercial, le commerçant, donc l'aspect commercial, tout ce qui est faillite et règlement judiciaire,
et l'analyse des décisions judiciaires en matière économique. Et je pense qu'il n'y a pas une entreprise qui n'a pas besoin de ces compétences. On s'étonne un petit peu qu'il n'y ait pas beaucoup de recrutement. J'ai pris un autre aussi en biologie, un master en environnement et santé publique. Alors si vous regardez ce que peut faire ce diplômé, donc pouvoir planifier des études épidémiologiques et les organiser sur le terrain, ça fait partie donc de la santé publique, c'est important. Mener le recueil et l'analyse des données en utilisant les méthodes appropriées, savoir évaluer et quantifier les risques pour la santé liés à l'environnement et mettre en œuvre des études nécessaires. Vous voyez comment ça règle beaucoup de problèmes, et réaliser l'analyse et la caractérisation des milieux, par exemple pour une implantation d'une industrie quelconque, ou bien même après l'implémentation quel a été le résultat ou bien l'impact sur le milieu. Voilà, je passe donc au dernier point concernant l'interface entre l'université et les entreprises. L'université de Béjaïa, justement, comme elle est soucieuse de contribuer au développement économique et social, et elle est soucieuse aussi de son rôle important dans le développement territorial, l'université a mis en place des structures qui, justement, assurent cette interface. Donc, elle a mis en place une stratégie d'insertion professionnelle et de développement de l'entrepreneuriat avec ces structures d'appui qui sont le bleu, donc le bureau de liaison université-entreprise que je représente, et la maison de l'entrepreneuriat. Donc, juste pour dire les principales missions donc du bleu, qui a été créé dans le cadre d'un projet européen dont j'ai parlé tout à l'heure, Défi Averroès, et les principales missions, c'est d'offrir des programmes de formation adaptés aux besoins des entreprises. Vous voyez, on a anticipé à ce qu'on avait dit tout à l'heure, contribuer à souligner les besoins et les souhaits des entreprises, favoriser le transfert de technologie dans le sens université-entreprise. Si on trouve bien sûr des partenaires qui sont accueillants de ce transfert de savoir, mettre à la disposition des entreprises les ressources humaines et matérielles nécessaires à la conduite de projets menés en commun. Et là, les centres de recherche dont j'ai parlé tout à l'heure rentrent exactement dans ce point. Et puis, travailler en étroite collaboration avec les services de stage et d'insertion professionnelle, bien sûr, pour assurer une bonne coordination et une bonne réalisation. Alors, pour la maison de l'entrepreneuriat qui a été créée justement en collaboration avec l'ANSEJ en 2014, elle a aussi plusieurs missions qui sont donc d'encourager et développer l'esprit d'entreprendre des étudiants, donc des doctorants et des chercheurs, inciter les jeunes diplômés à la création d'entreprises, offrir des formations liées à la création d'entreprises. Alors là, il y a chaque année donc plusieurs cycles de formation qui ont été organisés, et avec même donc des attestations certifiantes. Et là, au passage, donc je remercie les responsables de l'ANSEJ qui ont toujours fait l'effort de répondre justement présent à l'animation et la co-animation dans ces formations. Et bien sûr, donc rapprocher les étudiants des structures d'aide à la création d'entreprises, donc qui sont l'ANSEJ, l'ANGEM surtout, et accompagner les étudiants dans leur quête de projets innovants. Donc chaque fois qu'un étudiant a un projet d'innovation, la maison de l'entrepreneuriat permet de l'accompagner jusqu'à la réalisation de son projet, bien sûr avec les soutiens, donc que ce soit de l'ANSEJ ou bien des autres comme l'ONDI, etc. Il y a aussi, juste dans les prochains jours,
il ne reste que il ne reste que alors pourquoi ça n'a pas voilà. Il ne reste que l'installation officielle. Donc, en collaboration avec le Bureau international du travail, nous allons installer un club de recherche d'emploi qui est maintenant donc équipé déjà en matériel. Il reste que l'installation officielle pour justement co-animer entre donc l'université et l'ANEM des ateliers dans les techniques de recherche d'emploi. Et là, ça a été impulsé et financé par le Bureau international du travail. Et de la même façon, avec leur collaboration, nous allons aussi lancer un centre de carrière qui va s'occuper du suivi des diplômés depuis leur sortie et des métiers, de l'évolution justement des métiers. Voilà, donc je vais vous donner quelques exemples des actions menées en collaboration avec des entreprises, justement, dans le cadre du partenariat, parce que nous avons une nouvelle vision depuis quelques années, depuis 4 ans. Le forum Université-Entreprise qu'on organisait depuis maintenant une dizaine d'années, cette année c'est le 10e anniversaire, on l'a axé sur l'emploi. Donc on l'appelle d'ailleurs salon de donc axé sur l'employabilité et le développement de l'esprit entrepreneurial. Donc là c'est le salon de l'emploi qui revient chaque année maintenant en septembre, où nous avons tout simplement un espace dédié aux institutions qui embauchent et aux entreprises afin donc de rencontrer les étudiants et bien sûr d'effectuer des entretiens d'embauche, des dépôts de CV, des concours, etc. Alors juste pour le 9e salon de l'emploi qui a été tenu en septembre 2016, il y a eu bien sûr des expositions, des stands, donc il y a eu des conférences où la thématique retenue c'était la sous-traitance et la création de nouveaux emplois. Donc nous avons assuré des ateliers de formation et bien sûr les rencontres d'étudiants avec les chefs d'entreprise a permis donc d'effectuer un certain nombre de recrutements effectifs et il y a eu plus de 3000 CV qui ont été déposés auprès donc des entreprises présentes dans les stands. Et on a toujours l'habitude de le jumeler avec la cérémonie de remise des prix aux lauréats, bien sûr, qui est, vous le savez, toujours sponsorisé par nos partenaires, qu'ils soient encore remerciés. Donc, un exemple de ce qui est effectué avec les entreprises, c'est ce qu'on appelle les journées des entreprises où tout simplement une entreprise vient se présenter et se faire connaître auprès des étudiants et des chercheurs de l'université. Qu'est-ce qu'elle offre comme possibilité de stage, de recrutement, de formation, etc. Donc on l'a fait par exemple, à titre d'exemple, avec Danone, Total et d'autres. Donc, du point de vue formation et employabilité, là, je vais vous donner 2 exemples de licences qui ont été menées. Donc, l'une avec Général Emballage. C'est une licence professionnelle en emballage et qualité. Elle est unique en Algérie parce que tout simplement, il y a la contribution totale de Général Emballage où on a défini les axes métiers comme vous les voyez. Bien sûr, ça c'est la fiche la fiche annonce pour recruter les étudiants que c'est le poster que l'on met pour donc le recrutement des étudiants. Et ce qui est important, c'est
l'intervention de Général Emballage dans cette licence par le montage commun justement des programmes, donc par les stages tout le long de la formation qui dure 2 ans. On prend les étudiants à partir donc après la première année, en 2e et 3e année, et ils font des stages, pas uniquement 1 ou 2, mais les vacances d'hiver, de printemps et d'été, ils sont au niveau de l'entreprise. Il y a donc, en sélectionnant en commun les étudiants, surtout la participation dans la formation en plus des stages dans les enseignements au niveau de l'université. Ce qui est attractif pour les étudiants, c'est un présalaire du SMIC de 18 000 dinars par mois durant les 2 ans, et le contrat d'embauche, contrat de fidélité, donc à la fin de la formation, l'étudiant est automatiquement recruté, et ça ne ferme pas les portes pour continuer les études, parce qu'il y a une possibilité de formation en master après une durée d'exercice que définit selon ses besoins l'entreprise, et l'engagement qui a été fait au début, c'était d'assurer pour 3 promotions de 30 étudiants, et nous sommes déjà à la sortie de la 3e promotion, en juin prochain. Nous espérons bien sûr que ça continue avec elle et que ça continue avec d'autres, pour d'autres licences ou même masters en co-construction de programmes et d'assurance donc des enseignements. Donc il y a aussi une 2e licence que nous avons donc co-construite avec des partenaires dans la construction bâtiment. Ça a été fait aussi dans le cadre du projet européen, et ça a été donc une réussite, sachant qu'il y a eu l'implication de 18 entrepreneurs qui sont très actifs dans la construction bâtiment. Voilà donc en conclusion ce que peut dire l'université en termes d'employabilité. Donc l'université, elle a toujours été au service du développement socio-économique. L'université étant productrice de savoir, elle est aussi vivier de compétences, et elle reste toujours à l'écoute de ses partenaires. Donc l'employabilité des jeunes diplômés est devenue une 3e mission que l'université est en train d'assumer avec tout ce qu'elle peut faire, et l'adéquation formation-emploi devient une nécessité justement pour répondre aux besoins des uns et des autres, et je vous remercie de votre attention.